Le portrait que cet ouvrage donne de Blaise Diagne est celui des années de sa relative jeunesse. Il connaîtra enfin, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1934, date de sa mort, le 11 mai, il a été élu le 10 mai, il est mort le 11 mai, de sensibles retouches qui vont modifier profondément son action politique et son implication dans les événements de son temps. En effet, au sortir de la Grande Guerre, Blaise Diagne avait atteint une dimension tellement impressionnante et un leadership si flamboyant que le système colonial avait fini par avoir peur de lui et a été obligé de déclencher tout un processus d'endiguement pour réduire son autorité et sa puissance, de peur qu'il ne tombe dans les comportements et les attitudes que développaient à cette époque les mouvements pan-noirs d'obédience garvéiste surtout, le mouvement communiste mondial avec la révolution d'octobre 1917, la stratégie du Comintern en direction des colonies pour affaiblir, disait-il, l'impérialisme, le mouvement pan-islamiste, les mouvements sikhs engagés tous dans un processus de lutte anticoloniale. C'est pourquoi, si Dieu le veut, j'ai décidé de publier un deuxième volume couvrant la période 1918-1934 qui permettra d'avoir une vision exacte de la personnalité de Blaise Diagne et de toute son action politique. Après la signature du pacte de Bordeaux en 1923, s'est démêlé avec le mouvement communiste mondial et le rôle qu'il a joué au service de la France et du commerce colonial à la conférence de Genève sur le travail forcé de 1930. Lorsque l'historien travaille sur un homme politique, il a le devoir d'adopter une posture équilibrée en indiquant les actions positives qu'il a conduites et celles qui le sont moins, sans parti pris ni amnésie sélective. Voilà brièvement esquissées les quelques précisions que je souhaiterais fournir dès l'entame. Pendant longtemps, on a enseigné que le nationalisme en Afrique n'avait commencé qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et beaucoup d'auteurs de l'école américaine ont continué de pédaler dans cette voie. Cette notion, elle est fausse. Tous ceux qui ont véritablement travaillé sur les archives savent qu'à partir de la Première Guerre mondiale, se dégage une lame de fond fondamentale de changement profond des mentalités. Tant et si bien que tous ceux qui ont été témoins de ces événements, quand ils en sont revenus avec une mentalité totalement nouvelle. Les archives parlent de mentalité nouvelle, parlent de la façon dont les élites sénégalaises ont aujourd'hui acquis d'autres compréhensions des phénomènes, et cela a entraîné des changements. À la vérité, ces changements sont beaucoup plus profonds, ils remontent à beaucoup plus longtemps. Quand les Français sont arrivés et quand ils ont repris la colonie en main en 1816, dans les années qui ont suivi immédiatement, ils ont commencé à procéder à une colonisation institutionnelle du pays. L'un des actes fondamentaux en sera l'application du Code civil au Sénégal en 1830. 3 années plus tard, en 1833, ils ont accordé aux ressortissants de Saint-Louis et de Gorée la citoyenneté française. Et 7 années plus tard, ils promulguent l'ordonnance du 7 septembre 1840 qui est l'acte fondateur de la colonisation. Parce que c'est cette ordonnance qui élabore les structures et les institutions qui vont gouverner le Sénégal colonial. Un conseil général va être créé et le Sénégal va bénéficier d'un délégué auprès du roi en France. En 1848, il leur accorde le suffrage universel et la possibilité de disposer d'un représentant au Parlement français. Alors, quand Senghor dit que c'est à partir de 1789 que nous avons une nation, ce n'est pas prouvé par l'histoire. C'est une déclaration qui ne se fonde sur aucune recherche fondamentale. Ceux qui, en 1789, avaient envoyé aux États généraux un certain nombre de doléances, ne se préoccupaient pas en ce moment-là de l'intérêt du Sénégal. C'était leurs intérêts, notamment dans la traite négrière, qui était manifestement mise en avant.
Mais à partir de 1848, les choses changent, parce qu'à l'élection du 30 octobre 1848, au cours de laquelle Barthélemy Durand-Valentin entre en compétition contre Bertrand du Château, qui était le gouverneur du Sénégal à cette époque, qui venait d'être relevé et qui s'était porté candidat aux élections au Sénégal. Dès cette époque, la notion de fils du pays intervient dans le vocabulaire politique. Les gens disent qu'il faut que le Sénégal soit dirigé par des fils du pays. Et un certain Auguste Brochet théorise la notion de fils du pays. Ce sera celui qui, lorsqu'il aura trahi le pays, vous aurez l'occasion de lui dire, quand vous le rencontrerez devant la porte de sa maison, « Jeune homme, nous avons fait confiance pour défendre nos intérêts, vous ne les avez pas respectés, eh bien vous avez trahi votre race, vous avez trahi votre pays, vous avez trahi ses intérêts. » Cette notion de fils du pays va cheminer et va marcher. Et quand en 1852, le Sénégal est privé de la représentation d'avoir une représentation, un député au Parlement, jusqu'en 1871, ils n'ont cessé de se battre pour exiger le retour de ces différents avantages et la reconnaissance de leurs droits. Et c'est ainsi que, pour faire face à cette situation, la Fond de Fongofier se porte volontaire, se porte candidat en 1871 pour être député du Sénégal, et il met en application la volonté des populations visant à se doter d'institutions municipales représentatives. Et c'est en ce moment que la fonction municipale, représentée chez nous depuis 1763, devient désormais un texte organisé qui permet, en 1872, de doter Saint-Louis et Gorée d'une municipalité de plein exercice. À partir de ce moment, le Sénégal fait un bond en avant considérable. La municipalité devient une structure au sein de laquelle les Noirs se battent pour faire respecter leurs droits, faire respecter leurs préoccupations, de sorte que, dans les années qui vont suivre, une évolution extrêmement nette commence à se faire sentir. Et dès ce moment-là, vous ne pouvez plus obtenir la possibilité d'élire au Sénégal quelqu'un qui n'était plus déjà, qui n'appartenait, quelqu'un qui déjà sortait de la catégorie des métis. Il y aura quelques blancs qui seront élus, mais aucun d'entre eux n'obtiendra un mandat renouvelé. Alors que Carpo aura 3 mandats, alors Gascony en aura 2, mais aucun de tous les blancs qui auront été élus ne pourra aller au-delà d'un seul mandat. Déjà, le nationalisme était présent dans la conscience des populations de cette époque-là. Et quand en 1914, Carpo veut se représenter une 4e fois et que les Noirs cherchent un candidat, et que Blaise Diagne, aidé par la franc-maçonnerie, parce que c'est l'évêque qui, en fin de compte, lui permettra de venir se porter candidat, dans des conditions assez confuses d'ailleurs, parce qu'il n'était pas, il était toujours fonctionnaire des douanes. Il avait tout juste obtenu un congé. Il vient, il se porte candidat. C'est la mobilisation de la population saint-louisienne et des Lébous qui lui permet d'obtenir dès le premier tour son score qui doublait le nombre de voix de Carpo et qui écrasait systématiquement le candidat Humberger, docteur en droit, issu du village de Chorchère, le libérateur des Noirs, qu'on avait fait venir pensant que de cette façon les Noirs allaient voter pour lui, n'est-ce pas? Blaise Diagne va les écraser. Au second tour, malgré toutes les combinaisons qui ont été mises en œuvre, malgré tous les processus qui ont été mis en œuvre, l'intimidation, le chantage, la violence, les persécutions, les gens ont tenu. Parce qu'à cette époque-là, le responsable politique avait la possibilité de détenir par devers lui les bulletins de vote de ses partisans. Il venait les trouver dans les rangs et il les leur donnait et les gens entraient dans l'urne, dans l'isoloir pour mettre dans l'enveloppe. Quand les gens l'ont vu, ils ont pris les bulletins de Blaise Diagne. Ils les ont cachés dans leur babouche, n'est-ce pas? Parce qu'ils se rendaient compte que les familles de Deves, quand vous veniez, ils regardaient vos poches, les poches de votre kaya, les poches de votre chemise, de votre boubou, et quand ils ne voyaient rien, ils enlevaient votre bonnet. S'ils ne voyaient rien, ils vous laissaient passer. Alors, ils les ont mis dans leur babouche. Et c'est une fois qu'ils se sont trouvés dans l'isoloir qui a été introduit par la loi du 23 juillet 1913 et qui a été appliqué au Sénégal pour la première fois dans notre histoire, les gens ont sorti dans l'isoloir de leur babouche le bulletin qu'ils avaient caché pour le mettre ensuite dans l'enveloppe. Ce qui était la preuve d'une conscience, d'une détermination, d'un engagement
qui va au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Ces gens savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient ce qu'il fallait faire. Et ils l'ont fait avec détermination pour obtenir, en fin de compte, l'élection de Blaise Diagne. Le reste maintenant, évidemment, c'est la suite. Blaise Diagne était à cette époque-là un homme aussi qui incarnait profondément les aspirations de cette population. Et il a été d'une brillance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Éloquent, superbe, brillant, capable de bâtir des théories d'une solidité, des raisonnements, d'une causticité exceptionnelle, dépassant la classe politique de façon tout à fait exceptionnelle, avec vraiment un sens de la responsabilité et un esprit d'à-propos qui lui permettait de comprendre les moments où il fallait qu'il joue sur la dimension race, parce que la notion de race était fondamentale à cette époque-là, et elle était un des critères déterminants qui permettaient aux gens de se déterminer, et les moments où il ne fallait pas parler de race. Et en définitive, les gens ont voté pour lui parce qu'il s'agissait d'un candidat noir. Et sa victoire a été exceptionnelle. D'ailleurs, quand il est venu au Parlement français, la première fois qu'il est arrivé, la tradition dans le Parlement à cette époque était que quand on était nouveau député, on ne prenait pas la parole. On attendait une période de probation de 3, 4 ou 5 mois avant de prendre la parole. Lui, dès qu'il vient, il prend la parole. Et la première intervention qu'il fait au Parlement français était tellement percutante, tellement documentée et tellement impressionnante que l'agence Havas a pondu un papier comme ça pour dire, mais enfin, quel est ce phénomène? D'où sort-il? Cet individu, qui est-il? Etc. Tant l'homme avait du toupet et tant il avait le courage de ses opinions. Et c'est comme ça qu'il a remporté, en fin de compte, l'élection, avec aussi les alliances qu'il a su mettre en place, parce qu'il avait des amis martiniquais qui déjà siégeaient au Parlement. Il avait épousé des femmes blanches, n'est-ce pas? Il a établi une solidarité avec eux qui l'ont soutenu, parce que tout cela aussi avait bénéficié évidemment de l'appui puissant de la franc-maçonnerie. Il a donc réussi, et je dois dire que son mandat parlementaire a été quelque chose d'exceptionnel. Moi, personnellement, quand j'ai été à l'Assemblée nationale, c'est de l'expérience de Blaise Diagne et de Carpot dont je me suis inspiré. Tout ce que j'ai eu à faire, tout le style que j'ai eu à créer, qui m'ont valu le titre de député du peuple, je l'ai emprunté à Carpot et je l'ai emprunté à Blaise Diagne. C'est le député qui interpelle le gouvernement, c'est le député qui monte à la tribune, c'est le député qui pose des questions écrites, qui prête des questions orales, et Carpot poussait même la conscience jusqu'à ce que dans chaque meeting, il amenait avec une serviette pour dire « Ah oui, quand Ousmane Camara m'a écrit pour poser le problème de la barre de Saint-Louis, j'ai pris contact avec le ministre des colonies tel jour, voici la lettre que je lui ai adressée et il la lisait, voici la réponse qu'il m'a faite tel jour à telle heure. J'ai ensuite été voir le responsable de ce service à tel ministre, à telle adresse à Paris. Voici les démarches que j'ai faites, voici la note que je lui ai donnée, voici la réponse qu'il m'a faite, etc. » Et ils apportaient comme ça la preuve de leur conscience professionnelle, sans compter maintenant le sérieux avec lequel ils étudiaient les dossiers. Je le dis sans aucune honte, ces députés étaient infiniment plus compétents que nous, actuellement. Infiniment plus compétents. Infiniment plus. Quand on voit les débats qu'ils engageaient, les dossiers qu'ils élaboraient, on est vraiment saisi d'admiration. Et c'est la raison pour laquelle je pense que leur consacrer une partie de notre réflexion pour que la jeunesse s'inspire de leur exemple me paraît quelque chose qui va aider dans le sens du raffermissement de la démocratie sénégalaise. Voilà. Il reste donc cette idée-là que Babacar Fall a introduite me paraît une idée essentielle, n'est-ce pas? D'ailleurs, le dernier colloque que nous avons organisé ici, il y a 2 semaines, à Dakar, financé par la France sur la Première Guerre mondiale, a abouti à cette conclusion. Tous les historiens français qui étaient là et les historiens africains ont été unanimes à dire que le nationalisme, il commence effectivement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et il a pris naissance en partie grâce à la Première Guerre mondiale et aux leçons qu'en ont tiré ceux qui ont participé pendant cette guerre. Voilà donc ce que je voudrais vous dire. Maintenant, merci professeur, merci, parce qu'à partir de 18h, tout le monde est convié à un cocktail offert par le WAC dans ses jardins par le professeur Ousmane Sène.